La chose la plus dangereuse dans les sagas vikings, ce n'est pas ce qu'elles racontent, c'est ce qu'elles refusent de dire. Imaginez une salle sombre, quelque part en Islande, au XIIIe siècle. Dehors, le vent frappe les murs de tourbe, comme s'il voulait entrer. À l'intérieur, un homme tient une plume. Il n'a jamais vu l'âge des Vikings. Il est né trop tard. Les grands raids sont finis. Les dieux anciens ont officiellement perdu. Le Christ est désormais dans les églises. Les chefs négocient avec la Norvège. Et les vieilles histoires ne devraient plus être qu'un souvenir de famille, bon à raconter près du feu. Et pourtant, cet homme écrit. Il écrit des meurtres, des vengeances, des voyages vers l'ouest, des fantômes qui sortent des tertres funéraires, des femmes qui voient l'avenir, des hommes qui parlent peu mais tuent vite, des dieux qui savent qu'ils vont mourir et qui marchent quand même vers leur fin. Pourquoi conserver cela? Pourquoi des chrétiens islandais ont-ils recopié, avec une précision presque froide, des récits remplis d'Odin, de présages, de magie, de malédictions et de créatures qui n'appartenaient plus au monde officiel? La réponse habituelle est simple, par amour de la littérature. C'est une belle réponse, trop belle, et surtout trop confortable. Les sagas islandaises ont été mises par écrit surtout au XIIIe siècle, mais elles parlent d'un monde bien plus ancien, celui des familles, des explorateurs et des conflits des Xe et XIe siècles. Les chercheurs savent aussi qu'elles reposent en partie sur des traditions orales, notamment la poésie skaldique, beaucoup plus proche de l'époque viking elle-même. C'est important, parce que cela signifie que les sagas ne sont ni de simples romans, ni des documents historiques purs. Elles sont quelque chose de plus étrange, une mémoire reconstruite par des gens qui savaient déjà que leur ancien monde avait disparu. Et quand une civilisation écrit son passé après sa propre transformation, elle ne dit jamais tout. Elle trie, elle déplace, elle cache. Les Vikings eux-mêmes n'ont pas laissé de grandes chroniques personnelles. Pas de journal intime d'Éric le Rouge. Pas de mémoire de Leif Erikson. Pas de traité secret intitulé « Voilà ce que nous pensions vraiment de nos dieux, de la mer et de la mort ». Ce qu'ils gravaient en runes était souvent court. Une mémoire de pierre, un nom, un exploit, une filiation, parfois une prière. Les sources écrites scandinaves pour l'âge viking se répartissent entre sagas, poésie, lois, chroniques et inscriptions runiques, mais les témoignages directs laissés par les Vikings eux-mêmes restent limités. Voilà pourquoi le silence est déjà au cœur du problème. Ils avaient des mots, ils avaient une écriture, mais ils n'ont pas tout écrit. Pourquoi? Parce qu'un peuple marin ne confie pas ses secrets à la pierre comme on laisse une liste de courses sur une table. Une route maritime, par exemple, ne se transmet pas forcément comme une carte. Elle peut se transmettre comme une histoire, un fjord nommé au bon moment, une tempête décrite avec un détail trop précis, une île où poussent des raisins sauvages, une côte basse, une forêt, un courant. Pour un auditeur ordinaire, c'est une aventure. Pour celui qui sait écouter, c'est peut-être une instruction. Pendant longtemps, les récits du Vinland, cette terre à l'ouest mentionnée dans les sagas, ont été traités comme une zone grise entre légende et souvenir. Puis, les fouilles de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, ont changé le décor. On y a trouvé les traces d'un établissement nordique du XIe siècle. L'UNESCO le présente comme la plus ancienne preuve connue d'une présence européenne en Amérique du Nord, et une étude publiée dans Nature a même fixé une activité nordique sur ce site à l'année 1021, grâce à l'analyse du bois. C'est crucial. Une saga pouvait sembler fabuleuse, jusqu'au moment où la Terre confirmait qu'elle avait gardé une partie de la vérité. Alors, posez-vous la question.
Si les sagas ont conservé le souvenir réel d'un voyage transatlantique, que cachent-elles encore sous forme de récits? Pas forcément un trésor d'or. Les vrais trésors sont souvent plus discrets. Une méthode de navigation. Une mémoire de contact oubliée. Un savoir sur les étoiles, les oiseaux, les baleines, la couleur de l'eau, la direction des vents. Les Vikings n'avaient pas besoin de boussoles modernes pour traverser l'Atlantique Nord. Ils lisaient le monde comme un texte vivant. La houle, le vol des mouettes, la brume au-dessus d'une côte invisible. Le ciel était leur manuscrit, la mer, leur bibliothèque. Pas très pratique pour les archivistes, mais redoutablement efficace pour survivre. Et c'est peut-être pour cela que les sagas parlent si souvent par détours. Elles ne disent pas « Voici le manuel secret des navigateurs du Nord ». Elles racontent qu'un homme s'égare, qu'un autre aperçoit une terre, qu'un troisième ment sur ce qu'il a vu, qu'une femme annonce un destin que personne ne peut éviter. Le savoir est là, mais il porte un manteau de récit. Regardez aussi la façon dont les personnages parlent. Dans une saga, un homme peut apprendre que son frère a été assassiné et répondre par une phrase plus froide qu'une lame oubliée dans la neige. Pas de grands discours, pas de sanglots théâtraux. Il se lève, prend son manteau, et quelques pages plus loin, quelqu'un manque mystérieusement de tête. C'est presque comique, si ce n'était pas aussi glaçant. Mais cette sécheresse n'est pas un manque d'émotion, c'est un code. Dans ce monde, dire trop, c'est se trahir. Pleurer trop fort, c'est donner une prise. Expliquer ses intentions, c'est prévenir son ennemi. La saga imite une culture où l'honneur se mesure aussi à la maîtrise de soi. Le silence devient une armure. Et quand tout un peuple raconte ainsi son passé, il faut se demander ce que cette armure protège. Peut-être la honte, peut-être la peur, peut-être une vérité religieuse devenue impossible à prononcer après la christianisation. Car les sagas sont souvent écrites par des hommes qui vivent dans un monde chrétien, mais qui héritent d'histoires païennes. Snorri Sturluson, l'un des grands noms de cette mémoire nordique, compose au XIIIe siècle une œuvre destinée notamment à expliquer aux jeunes poètes les anciennes images mythologiques nécessaires à la poésie. Autrement dit, il sauve les vieux dieux, mais sous prétexte de grammaire poétique. C'est magnifique. Et c'est suspect. Quand une religion morte survit dans un manuel de style, c'est qu'elle n'est peut-être pas tout à fait morte. Snorri ne dit pas « adorer Odin ». Il dit « pour comprendre les poètes, il faut savoir qui était Odin ». Petite nuance, grande différence. C'est le genre de ruse intellectuelle qui permet de faire passer une braise sous la porte sans déclencher l'incendie. Et le plus étrange, c'est que cette braise brûle encore. Dans les récits nordiques, les dieux ne sont pas éternels au sens confortable du mot. Ils savent qu'un jour viendra Ragnarök. Ils savent que le loup se libérera, que le serpent du monde sortira de l'océan, que le soleil s'assombrira, que les puissances s'effondreront. Et pourtant, ils continuent. Odin cherche le savoir en sachant qu'il ne le sauvera pas forcément. Thor combat en sachant que la victoire peut ressembler à une mort retardée. C'est une mythologie sans garantie. Une religion où même les dieux ont rendez-vous avec la fin. Pourquoi conserver une vision aussi sombre après la conversion? Parce qu'elle disait peut-être quelque chose que le nouveau monde chrétien ne pouvait pas remplacer entièrement. Les sagas cachent une philosophie du courage sans consolation. Elles murmurent que l'homme n'est pas grand parce qu'il gagne, mais parce qu'il agit même quand il sait qu'il perdra. C'est brutal, c'est nordique. Et franchement, c'est beaucoup plus utile un lundi matin que certaines citations de développement personnel. Mais il y a une autre couche, plus obscure. Les créatures. Les sagas et les poèmes du Nord sont remplis d'êtres qui semblent sortir de cauchemars anciens. Drogar, revenant gonflé de force et de rancune. Fylgjur,
présence attachée au destin d'une personne, Landvetir, esprit du territoire, trolls, géants, loups impossibles, serpents cosmiques. On peut les lire comme du folklore. On peut aussi les lire comme une cartographie de la peur. Le Draugr, par exemple, n'est pas simplement un zombie viking avec une mauvaise humeur de propriétaire réveillé trop tôt. Il est souvent lié au tertre, à la propriété, à l'héritage, à ce qui n'a pas été réglé. Il incarne la mémoire qui refuse de rester enterrée. Dans une société obsédée par la lignée, la terre et l'honneur, le mort qui revient n'est pas un monstre gratuit. C'est une dette qui marche. Voilà pourquoi ces récits sont importants. Ils nous disent que les Vikings ne craignaient pas seulement la mort. Ils craignaient ce que la mort laissait derrière elle, les serments non tenus, les injustices mal réparées, les ancêtres qui continuent d'exiger quelque chose des vivants. Et soudain, les sagas cessent d'être des histoires de barbus avec des haches. Elles deviennent des machines à conserver les dettes invisibles. Mais pourquoi tant de prudence ? Pourquoi ne pas expliquer clairement les rites, les croyances, les pratiques magiques ? Parce que certains savoirs étaient dangereux à écrire. La magie nordique, en particulier le seidr, est entourée d'ambiguïté. Elle touche à la prophétie, au destin, à la transformation, parfois à une transgression des rôles masculins traditionnels. Dans les récits, ceux qui savent voir trop loin paient souvent un prix. Les voyantes sont respectées, mais inquiétantes. Les hommes liés à la magie peuvent être puissants, mais suspects. Comme si la saga disait « Oui, cela existait. Non, nous ne vous donnerons pas le mode d'emploi. » Ce silence-là n'est pas un oubli. C'est une porte fermée. Et derrière cette porte, il y a peut-être l'un des grands secrets du monde viking. Leur rapport au destin n'était pas passif. Ils ne pensaient pas seulement que tout était écrit. Ils pensaient que certains êtres savaient lire le tissu du destin, peut-être même le tirer légèrement, comme on déplace un fil dans une voile. Vous sentez la différence ? Accepter son destin, c'est une philosophie. Tenter de négocier avec lui, c'est une technologie sacrée. Et c'est précisément le genre de choses qu'un scribe chrétien du XIIIe siècle pouvait conserver sous forme d'épisodes étranges, mais pas développés comme un enseignement. Puis il y a le manuscrit lui-même, ce support fragile, humain, accidentel. Le Codex Regius, l'un des grands manuscrits de l'Edda poétique, date d'environ 1270. Déjà lorsqu'il réapparaît au XVIIe siècle, il lui manque 8 pages. 8 pages. Dans une tradition où une seule strophe peut contenir un mythe entier, 8 pages manquantes ne sont pas un détail. C'est une pièce sombre au milieu de la maison. Qu'y avait-il là ? Personne ne le sait. Et c'est précisément ce qui rend l'absence si bruyante. Peut-être rien d'extraordinaire. Peut-être une version d'un poème connu. Peut-être un passage héroïque perdu. Ou peut-être un fragment que nous aurions reconnu immédiatement comme la clé d'un système plus vaste, une généalogie divine, une prophétie, un rite, une explication du monde que les copistes suivants n'ont jamais transmise. Les historiens sérieux se méfient de ce genre de vertige, et ils ont raison. Un trou dans un manuscrit n'est pas automatiquement un complot. Les pages disparaissent, les livres brûlent, l'humidité mange la peau. Les héritiers découpent parfois les vieux parchemins pour des usages absurdes. L'histoire matérielle des manuscrits ressemble souvent à un accident de cuisine étalé sur plusieurs siècles. Mais dans le cas des sagas et des Eddas, les lacunes ne sont pas seulement matérielles. Elles sont narratives. On nous montre les dieux, mais rarement le culte réel. On nous montre la magie, mais pas son apprentissage. On nous montre les voyages, mais pas toujours les méthodes. On nous montre les monstres, mais pas toujours ce qu'ils codent. On nous montre la violence, mais on tait souvent le traumatisme. C'est là que le vrai mystère commence.
les sagas ne cachent peut-être pas un secret unique, rangé quelque part comme une clé sous une pierre. Elles cachent une manière de penser. Une manière ancienne de relier la mémoire, le territoire, le destin et la parole. Un système où raconter n'était pas divertir, mais préserver. Où nommer quelqu'un, c'était le maintenir vivant. Où oublier une offense, c'était laisser un mort sans tombe. Où une île lointaine pouvait rester dans une histoire pendant des siècles avant que l'archéologie ne vienne dire « Oui, ils y sont allés ». Alors pourquoi se taisent-ils? Parce que les Vikings n'étaient déjà plus là quand leurs sagas ont été écrites. Parce que ceux qui écrivaient devaient sauver l'ancien monde sans provoquer le nouveau. Parce que certains savoirs ne survivent pas en étant expliqués, mais en étant déguisés. Et parce qu'il existe des choses qu'une culture ne peut transmettre qu'à moitié, en espérant que quelqu'un, beaucoup plus tard, saura entendre l'autre moitié. C'est peut-être cela, le piège des sagas. Elles ont l'air simples. Un homme part, un autre revient, une querelle éclate, une femme prononce une phrase fatale, un navire disparaît dans le brouillard, un mort se lève, une terre apparaît à l'ouest. Mais sous cette simplicité, quelque chose respire, une mémoire qui n'a pas voulu mourir. Et si l'on écoute bien, entre les phrases sèches, entre les silences, entre les noms impossibles à prononcer sans se mordre la langue, on comprend une chose troublante. Les sagas ne sont pas les voix des Vikings, elles sont leur écho. Et un écho ne répète jamais tout. Et parfois, l'écho raconte mieux que la voix, parce qu'une voix veut convaincre. Un écho, lui, trahit la forme de la caverne. Les sagas fonctionnent exactement comme cela. Elles ne nous donnent pas seulement des histoires. Elles nous révèlent, par leur silence, la forme mentale d'un monde disparu. Et ce monde n'était pas seulement fait de raids, de navires, de haches et de grands gaillards qui avaient manifestement une relation compliquée avec le concept de diplomatie. C'était un monde de lois, de serments, de mémoire, de dettes familiales, de peurs sacrées. Voilà le premier secret que les sagas cachent sous leur brutalité apparente. Les Vikings n'étaient pas des hommes sans ordre. Ils vivaient dans une société obsédée par l'ordre. Pas l'ordre doux d'un royaume bien rangé, avec un roi assis sur son trône et tout le monde qui applaudit poliment. Non, un ordre plus fragile, plus dangereux. Un ordre tenu par la parole. Quand un homme promettait quelque chose devant témoin, sa phrase devenait presque un objet. Elle pouvait le sauver. Elle pouvait le tuer. Elle pouvait poursuivre ses enfants après lui. Dans les sagas, les mots ne sont jamais gratuits. Une insulte lancée pendant un banquet peut déclencher une chaîne de meurtres. Une promesse mal formulée peut condamner une famille. Une prédiction murmurée par une voyante peut peser plus lourd qu'une armée. Cela paraît étrange aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde où les mots s'évaporent vite. On écrit, on efface, on commente, on oublie. Chez eux, une phrase pouvait rester debout pendant des générations. Et c'est pour cela que les sagas parlent autant de procès. Oui, de procès. Pas exactement l'image qu'on se fait d'un viking, n'est-ce pas? On imagine un homme qui règle tout à coups de hache, pas quelqu'un qui discute de compensation, de témoignages, d'héritage et de procédures devant une assemblée. Pourtant, les sagas islandaises sont pleines de conflits juridiques. Des hommes marchent pendant des jours pour porter plainte. Des familles construisent des alliances comme on tisse un filet. Les ennemis ne cherchent pas seulement à tuer, ils cherchent à avoir raison devant la loi. Et là, quelque chose devient clair. Les sagas ne racontent pas seulement la violence. Elles racontent ce qui arrive quand la loi ne suffit plus à contenir la violence. C'est très important, parce que cela change tout. Un mauvais récit dirait « Les Vikings étaient sauvages, donc ils tuaient ». Les sagas disent plutôt
Les Vikings avaient des règles, et quand ces règles se fissuraient, le sang passait par les fissures. Prenez l'Islande médiévale. Pendant longtemps, elle n'a pas eu de roi local au sens classique. Les assemblées, les chefs, les familles, les arbitrages formaient une mécanique politique complexe. Le pouvoir n'était pas absent, il était dispersé. Et un pouvoir dispersé exige une chose terrible, que tout le monde croit à la force de la parole commune. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un cesse d'y croire? La saga commence. Un voisin déplace une borne. Un homme refuse de payer une compensation. Un autre prononce une moquerie devant trop de témoins. Une femme rappelle à son mari qu'il a été humilié, et soudain, la maison entière devient plus froide que l'hiver. Rien n'explose encore. Mais nous, spectateurs, nous savons. La mèche est allumée. C'est l'un des arts secrets des sagas. Elles savent que la catastrophe naît souvent d'un petit geste, un sourire au mauvais moment, une cape offerte à la mauvaise personne, un cheval volé, une place refusée sur un banc. On dirait presque une réunion de copropriété, sauf qu'à la fin, quelqu'un finit dans un fjord. Mais sous cette ironie, il y a une vérité sombre. Les sagas cachent la mémoire d'une société où la paix était un travail permanent. Pas un état naturel, pas un décor, un effort, une corde tendue au-dessus d'un gouffre. Et cette corde, parfois, cédait. Maintenant, demandons-nous pourquoi ces récits ont été conservés par des chrétiens islandais. Pourquoi écrire avec tant de soin des disputes anciennes, des lignées compliquées, des crimes dont les acteurs étaient morts depuis des siècles? Pourquoi cette obsession des noms? Parce que le nom, dans une saga, est une tombe. Dire le nom d'un ancêtre, c'est empêcher qu'il tombe dans la seconde mort, celle de l'oubli. Les généalogies ne sont pas des listes ennuyeuses pour remplir le temps. Elles sont des chaînes de légitimité. Elles disent « Nous venons de là ». Cette terre n'est pas seulement de la terre. Elle a été prise, habitée, transmise, disputée. Chaque ferme porte des morts invisibles. Chaque vallée a une mémoire. Et si vous retirez cette mémoire, tout s'effondre. C'est pourquoi les sagas peuvent paraître lentes par moments, avec leur parenté, leurs cousins, leurs alliances, leurs fils d'eux et filles d'eux. Pour nous, c'est parfois un labyrinthe. Pour eux, c'était une carte politique. Un arbre généalogique pouvait expliquer une vengeance mieux qu'un long discours psychologique. Un homme ne tue pas seulement parce qu'il est furieux. Il tue parce qu'il est le fils de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, l'héritier d'une honte ancienne. Il tue parce qu'avant lui, quelqu'un n'a pas été vengé correctement. Il tue parce que sa place dans le monde dépend du regard des morts. Et voilà une idée qui fait froid. Dans les sagas, les morts gouvernent les vivants. Pas toujours comme des fantômes visibles. Parfois, simplement comme une obligation. Mais parfois, justement, ils deviennent visibles. Les revenants nordiques ne sont pas là pour décorer l'histoire avec un petit frisson folklorique. Ils apparaissent quand la frontière entre passé et présent se déchire. Dans certaines sagas, le mort revient dans son tertre, garde son trésor, attaque les vivants, rend une ferme inhabitable. Ce n'est pas seulement une scène d'horreur, c'est une image sociale. Le passé mal enterré devient un monstre. Vous voyez le mécanisme? Une injustice non résolue devient une hantise. Une richesse mal acquise devient une malédiction. Un chef trop puissant devient, après sa mort, une présence qui continue à peser sur la communauté. Les sagas disent cela sans faire de théorie. Elles n'en ont pas besoin. Elles montrent un homme entrer dans un tombeau, combattre un mort, ressortir avec un objet, et tout est là. Le spectateur comprend. Pour posséder l'héritage, il faut affronter ce qui le garde. Et parfois, ce qui le garde n'est pas humain.
Les trolls et les géants des récits nordiques sont souvent décrits comme des habitants des marges. Montagnes, déserts de lave, terres glacées, lieux où l'ordre humain se dissout. Ils sont immenses, anciens, dangereux, mais pas toujours stupides. Ils incarnent ce qui existait avant la ferme, avant la loi, avant la croix, avant même les dieux d'Asgard peut-être. Ils sont la mémoire sauvage du paysage. Quand un viking s'avance dans une vallée inconnue, il ne découvre pas un décor vide. Il entre dans un territoire déjà habité par des puissances. Chaque rocher peut avoir une histoire. Chaque cascade peut être une bouche. Chaque colline peut regarder. Cela peut sembler poétique. Pour eux, c'était peut-être très concret. Les Landvétir, les esprits de la terre, montrent que le territoire n'était pas seulement possédé. Il devait être respecté. Une terre pouvait accueillir ou rejeter. Elle pouvait donner du foin, du poisson, des vents favorables. Ou elle pouvait se fermer, comme une maison offensée. Et voici un autre secret. Les sagas conservent peut-être la trace d'une écologie sacrée. Pas au sens moderne, bien sûr. Les Vikings n'étaient pas des militants avec des pancartes en bois recyclé. Ils coupaient, naviguaient, colonisaient, exploitaient. Mais ils savaient une chose que nous avons parfois oubliée. Un paysage n'est jamais neutre pour ceux qui dépendent entièrement de lui. En Islande, au Groenland, dans les fjords de Norvège, survivre exigeait de lire les signes. Une mauvaise saison n'était pas une statistique. C'était la fin. Une mer imprévisible n'était pas une belle métaphore. C'était un cercueil liquide. Alors les récits remplissent le monde de présence, comme pour dire « Attention, rien ici n'est mort ». Même la mer pense. La mer, dans les sagas, n'est pas seulement une route. Elle est un juge. Elle sépare, elle éprouve, elle révèle les hommes. Sur terre, on peut mentir devant une assemblée. En mer, on ment moins longtemps. Le froid, la faim, les vagues, la peur, tout cela simplifie le caractère. Un lâche devient visible. Un chef aussi. Et c'est peut-être pour cela que les voyages vers l'ouest sont racontés avec une étrange sobriété. Le Groenland, le Vinland, les côtes inconnues ne sont pas décrits comme des merveilles flamboyantes. La saga garde son ton sec. Une terre est trouvée, des maisons sont construites, des tensions apparaissent, des étrangers sont rencontrés, le sang coule, puis on repart. Mais derrière cette retenue se cache une bombe historique. Les Vikings avaient franchi l'Atlantique. Ils avaient vu des mondes dont l'Europe du Sud ne parlait pas encore. Ils avaient rencontré d'autres peuples. Ils avaient tenté de s'installer dans des terres lointaines, puis ils avaient reculé. Pourquoi si peu d'emphase? Pourquoi ne pas transformer cette découverte en grande épopée triomphale? Peut-être parce que ce n'était pas une victoire. Peut-être parce que les sagas cachent non pas l'orgueil d'avoir découvert, mais le malaise d'avoir échoué. Le Vinland n'est pas seulement une terre promise, c'est une porte ouverte trop tôt. Les ressources semblent abondantes, le bois précieux, les pâturages possibles. Mais la distance est immense. Les conflits avec les populations locales rendent l'installation fragile. Les divisions internes affaiblissent les Scandinaves eux-mêmes. Alors, le rêve se referme. Il y a quelque chose de presque cruel dans cette idée. Les Vikings ont touché un nouveau continent, mais leur monde n'avait pas la structure nécessaire pour le garder. Ils étaient capables d'atteindre l'impossible, pas forcément de l'administrer. Et les sagas, fidèles à leur pudeur, ne pleurent pas cet échec. Elles le déposent dans quelques épisodes, comme une lame sous une couverture. Mais le silence le plus profond concerne peut-être les femmes. Parce qu'à première vue, les sagas semblent appartenir aux hommes, chefs, guerriers, navigateurs, tueurs, plaideurs. Pourtant, regardez mieux. Très souvent, le récit bascule à cause d'une femme.
pas toujours parce qu'elle agit avec une arme, parce qu'elle se souvient, parce qu'elle refuse l'oubli, parce qu'elle pousse un homme à faire ce que l'honneur exige, parce qu'elle voit la vérité avant les autres. Certaines femmes des sagas sont des gardiennes terribles de la mémoire. Elles rappellent les humiliations. Elles refusent les compromis. Elles savent tout frapper. Pas le corps, mais l'orgueil. Un mot d'elle peut réveiller une vengeance endormie. Dans un monde où les hommes prétendent contrôler la violence, les sagas montrent souvent que les femmes contrôlent le récit de cette violence. Et celui qui contrôle le récit contrôle le devoir. Ce n'est pas un détail. C'est un pouvoir immense. Puis il y a les voyantes, les rêveuses, les femmes liées à la prophétie. Elles apparaissent parfois brièvement, mais leur présence change l'air autour d'elles. Quand elles parlent, le futur semble déjà avoir eu lieu. Elles ne demandent pas la permission d'avoir raison. Elles disent « Les autres tremblent ». Pourquoi cette autorité prophétique est-elle souvent féminine? Peut-être parce que la culture nordique conservait, sous sa surface guerrière, la mémoire d'un pouvoir sacré féminin plus ancien. Peut-être aussi parce que le destin, dans leur imaginaire, était tissé. Et le tissage, dans la vie quotidienne, appartenait largement aux femmes. Les Nornes elles-mêmes, ces puissances qui fixent le destin, ne combattent pas comme des guerriers. Elles filent, gravent, arrosent l'arbre du monde. Elles ne crient pas, elles décident. Et aucun dieu, même Odin, ne les commande vraiment. Voilà un secret vertigineux que les sagas et les poèmes nordiques laissent apparaître. Au sommet du monde, il n'y a peut-être pas un roi. Il y a une loi plus ancienne que les dieux, le destin. Même Odin cherche à le connaître, mais il ne semble jamais pouvoir l'abolir. Il sacrifie un œil pour la sagesse. Il se pend à l'arbre pour saisir les runes. Il interroge les morts. Il accumule le savoir comme un homme qui construit un mur contre la nuit. Mais la nuit vient quand même. Pourquoi raconter cela? Parce que les Vikings savaient peut-être que le savoir ne sauve pas toujours. Mais il donne une dignité à la chute. C'est une idée redoutable. Très loin de la promesse moderne selon laquelle chaque problème a sa solution, chaque douleur son traitement, chaque destin son amélioration possible. Les sagas ne nous vendent pas cette consolation. Elles disent « Tu peux comprendre davantage et mourir quand même. Tu peux être brave et perdre quand même. Tu peux avoir raison devant la loi et finir dans la neige avec une lance entre les côtes. » Charmant programme, évidemment. Pas très vendeur pour une brochure touristique, mais puissant. Parce que cette vision fabrique des êtres capables de regarder l'échec sans se dissoudre. Et c'est là que les runes entrent dans l'ombre. Dans l'imaginaire populaire, les runes sont devenues des petits symboles mystérieux qu'on imprime sur des pendentifs, des tasses, parfois sur des tatouages très sûrs d'eux-mêmes et pas toujours très sûrs de leur orthographe. Mais dans le monde nordique ancien, les runes étaient plus que des lettres. Elles portaient une charge de secret, de mémoire, parfois de magie. Le mot même renvoie à l'idée de mystère, de murmure, de choses cachées. Écrire, ce n'était pas toujours simplement noter, c'était inscrire une force. Dans certaines traditions, graver les runes correctement pouvait protéger, maudire, guérir, séduire, vaincre. Les textes sont prudents, fragmentaires, souvent ambigus. Encore une fois, on ne nous donne pas un manuel complet. On nous montre des traces, une épée nommée, une pierre commémorative, une formule, un signe. Et cette fragmentation est peut-être volontaire, parce qu'un signe puissant donné sans contexte devient dangereux, comme une arme dans les mains d'un enfant, ou pire, comme une vérité dans les mains d'un imbécile convaincu d'être élu par les dieux. L'histoire humaine en a connu quelques-uns, et généralement, ils parlent très fort. Les sagas, elles, parlent bas,
Elles nous montrent que le vrai savoir circule rarement au centre de la scène. Il passe par les marges. Un rêve, une vieille femme, un poème, une inscription, un mort, un étranger, un enfant qui se souvient d'une phrase que les adultes ont négligée. C'est exactement comme si les auteurs disaient « Nous allons préserver cela, mais nous n'allons pas l'expliquer à n'importe qui. » Et maintenant, écoutez bien ce paradoxe. Les sagas sont extrêmement bavardes sur les événements, mais silencieuses sur les clés. Elles peuvent vous dire qui était le grand-père maternel d'un homme qui meurt après 3 pages. Elles peuvent décrire une querelle de voisinage avec une précision presque administrative. Mais quand arrive le cœur du mystère, quand un rêve annonce l'avenir, quand une créature surgit, quand un rite ancien affleure, le texte devient soudain bref, presque sec, comme si la plume reculait. Ce recul est le vrai sujet. Pourquoi se taise-t-il? Parce que certaines choses, pour être transmises, doivent rester incomplètes. Un savoir complet peut être détruit. Un savoir fragmenté peut survivre partout. Dans un poème, dans un nom de lieu, dans un monstre, dans une coutume, dans une blague noire au milieu d'une scène de meurtre, dans le souvenir d'une île couverte de vignes, très loin vers l'ouest. Si quelqu'un veut brûler une bibliothèque, il suffit de trouver la bibliothèque. Mais comment brûler une mémoire dispersée dans 100 histoires? C'est peut-être cela, le génie des sagas. Elles sont des coffres sans serrure visible. Celui qui cherche seulement des aventures, trouve des aventures. Celui qui cherche l'histoire, trouve des fragments d'histoire. Celui qui cherche les dieux, trouve des ombres divines. Celui qui cherche une carte, trouve peut-être une route. Celui qui cherche la psychologie, trouve une société entière comprimée dans un silence. Et celui qui cherche le secret, découvre que le secret n'est pas caché derrière le texte. Il est dans la manière dont le texte respire. Reste une question plus inquiétante. Si les sagas ont été écrites après la christianisation, qui a décidé de ce qu'il fallait garder et de ce qu'il fallait laisser disparaître? Un moine? Un chef? Une famille puissante? Un copiste prudent? Un homme qui aimait les vieux récits mais savait qu'il ne fallait pas trop réveiller les vieux dieux? Imaginez-le encore. Il écrit à la lueur d'une lampe. Il connaît les prières chrétiennes. Il connaît aussi les noms d'Odin, de Freyja, de Thor, de Loki. Il sait que certains passages peuvent sembler dangereux. Il sait que des mythes anciens survivent mieux quand on les présente comme de la poésie, de la généalogie, du folklore, du passé révolu. Alors, il choisit ses mots. Il ne ment pas exactement. Il voile. Et le voile, parfois, protège mieux que le mur. C'est pourquoi les sagas ne doivent pas être lues seulement comme des fenêtres. Elles sont aussi des rideaux. Elles laissent passer assez de lumière pour que nous voyions des formes, mais pas assez pour tout saisir. Et peut-être que cela tombe bien. Parce qu'un monde entièrement expliqué est souvent un monde mort. Les Vikings, eux, n'ont pas disparu parce que nous ignorons tous d'eux. Ils continuent de nous fasciner parce qu'ils se tiennent à la limite de ce que nous pouvons savoir. Un pied dans l'histoire, un pied dans la brume. Et dans cette brume, quelque chose attend encore. Pas forcément un dieu avec un corbeau sur l'épaule. Pas forcément un trésor sous un tertre. Peut-être simplement une idée perdue. Celle qu'une histoire peut être plus qu'un récit. Qu'elle peut être une loi, une carte, une tombe, une arme, une prière et un avertissement en même temps. Les sagas ne se taisent donc pas parce qu'elles n'ont rien à dire. Elles se taisent parce qu'elles savent exactement ce qu'un mot peut coûter. Et le plus troublant, c'est que cette prudence ne concerne pas seulement les dieux. Elle concerne les hommes qui essayaient de leur ressembler. Dans les sagas, certains guerriers ne combattent pas comme les autres. Ils entrent dans une fureur qui les rend presque inhumains. Les textes parlent de berserkir,
ses combattants associés à l'ours, et d'Ulfednar, liés au loup. Ils mordent leurs boucliers, hurlent, semblent insensibles au fer et au feu, puis s'effondrent après la bataille, vidés, faibles, presque malades. Voilà le genre de détail qu'on pourrait balayer comme une exagération poétique. Mais pourquoi ce motif revient-il si souvent? Pourquoi décrire avec autant de précision l'avant, la crise, puis l'après? Pourquoi cette fatigue brutale, cette chute du corps après l'explosion? On dirait moins une légende inventée qu'une observation transformée en mythe. Certains chercheurs ont proposé des explications naturelles, transrituelles, autosuggestion, techniques de respiration, alcool, plantes, champignons, ou simplement une culture guerrière poussée à l'extrême. L'hypothèse de l'amanite tue-mouche, ce champignon rouge à points blancs devenu presque une mascotte de conte pour enfants, a longtemps circulé. Elle est séduisante, mais discutée, parce que ses effets ne correspondent pas toujours bien aux descriptions des textes. D'autres ont suggéré la jusquiame noire, une plante toxique connue dans le monde ancien, capable de provoquer agitation, confusion et comportements violents. Mais la question essentielle n'est pas de savoir si un guerrier avalait une plante avant de foncer sur ses ennemis comme un sanglier vexé. La vraie question est, pourquoi les sagas n'expliquent-elles jamais complètement ce phénomène? Elles montrent la fureur, elles montrent la peur qu'elle inspire, elles montrent parfois le mépris social qui entoure ces hommes, mais elles ne livrent pas le rituel. Encore une porte fermée, comme si la saga disait « Oui, il existait une manière de transformer l'homme en bête. Non, nous ne vous dirons pas comment. » Et cela rejoint quelque chose de beaucoup plus ancien. Dans de nombreuses cultures indo-européennes, le jeune guerrier passe par une phase de sauvagerie. Il quitte l'ordre humain, se rapproche du loup, de l'ours, de la nuit, des marges. Il devient dangereux pour apprendre à protéger. Il devient monstre pour revenir homme. Les sagas conservent peut-être les dernières ombres de ce passage initiatique, mais elles les conservent sous forme de personnages inquiétants, parfois ridicules, parfois terrifiants. Pourquoi? Parce qu'au moment où ces textes sont écrits, le monde qui donnait sens à ces rites n'existe plus. Il reste des gestes sans temple, des mots sans maître, des peaux d'animaux sans cérémonie complète. Alors, la tradition les transforme en récits. C'est plus sûr. Un rituel peut être interdit. Une histoire peut survivre. La même logique apparaît dans les objets. Les sagas parlent d'épées qui portent des noms, d'armes héritées, de lames sorties de tombeaux, de trésors qui apportent la ruine. À première vue, c'est du merveilleux héroïque. Mais dans le monde nordique, un objet n'était pas toujours une chose morte. Une arme pouvait contenir une mémoire. Elle avait appartenu à un père, à un roi, à un ennemi vaincu. Elle pouvait porter l'honneur d'une lignée comme une cicatrice brillante. Nommer une épée, ce n'est pas jouer au poète. C'est reconnaître qu'elle a une biographie. Et quand une saga insiste sur un objet transmis de main en main, elle ne raconte pas seulement un accessoire. Elle suit la circulation d'une force, d'un destin, parfois d'une malédiction. Regardez ce motif du trésor maudit. Il traverse les récits nordiques comme une veine noire. L'or attire, mais il brûle ceux qui le gardent. Le dragon, dans cet univers, n'est pas seulement un gros reptile avare qui aurait clairement besoin d'une meilleure relation à ses finances personnelles. Il est l'image ultime de la richesse stérile. Il possède tout, ne partage rien, dort sur l'or, devient lui-même prisonnier de ce qu'il protège. Et si l'on écoute bien, la saga nous avertit. Celui qui garde trop finit gardé par son propre trésor. C'est une pensée plus profonde qu'elle n'en a l'air. Dans une société où le chef devait distribuer les richesses pour maintenir son prestige, l'avarice était presque une maladie politique.
l'or devait circuler, les anneaux devaient être donnés, les présents créaient les alliances. Un trésor immobilisé devenait dangereux, comme une eau stagnante. Voilà pourquoi le dragon est un scandale cosmique. Il arrête le mouvement. Et dans le monde des sagas, ce qui cesse de circuler finit par pourrir. La parole, l'honneur, l'or, le sang, la mémoire. Mais il y a un autre objet, plus mystérieux encore, le navire. Le navire viking n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une créature de bois, une maison mouvante, une arme, une tombe, un symbole du passage entre les mondes. Les grandes sépultures navales découvertes en Scandinavie, comme celle d'Osberg ou de Gokstad, ont montré que certains morts étaient enterrés avec des bateaux d'une richesse extraordinaire. Cela compte énormément, parce que l'archéologie confirme ici ce que les récits suggèrent. Le voyage ne s'arrêtait pas toujours à la mort. Pourquoi mettre un navire dans une tombe? Pour impressionner les voisins? Peut-être un peu. Les morts aussi ont parfois le sens du théâtre. Mais il y a plus. Un bateau enterré, c'est une phrase adressée à l'invisible. Cet être continue son voyage. Il ne descend pas simplement sous terre. Il part. Et cela nous ramène à la géographie secrète des sagas. Les mondes ne sont pas séparés par des murs étanches. On passe de l'un à l'autre par la mer, par les rêves, par les tertres, par les forêts, par les montagnes, par les racines de l'arbre cosmique. Un homme peut s'endormir dans une ferme et recevoir une annonce venue d'un autre plan. Un mort peut parler. Un dieu peut apparaître déguisé. Une femme peut voir ce que les autres ignorent encore. Tout est proche, trop proche. La modernité aime ranger les choses. Ici, le réel, là le mythe, ici l'histoire, là la fiction, ici la météo, là la prophétie. Les sagas, elles, n'ont pas cette politesse. Elles laissent les couches se toucher. Un événement peut être juridique, familial, magique et cosmique à la fois. Un meurtre n'est jamais seulement un meurtre. Il peut réveiller une lignée. Il peut confirmer un rêve. Il peut accomplir une malédiction. Il peut déséquilibrer un territoire. Il peut même répéter, à petite échelle, le destin des dieux. C'est là que les sagas cachent peut-être leur mécanisme le plus puissant. Elles font du quotidien une miniature du cosmos. Une querelle entre deux fermes peut refléter la lutte entre ordre et chaos. Un chef trop orgueilleux peut devenir un petit Odin cherchant trop de pouvoir. Un traître peut porter l'ombre de Loki. Un guerrier qui marche vers une mort connue répète, sans le dire, la marche des dieux vers Ragnarök. Mais rien n'est expliqué directement. Aucun narrateur ne vous prend par la main en disant « Attention, cette scène est symbolique ». Non, la saga vous laisse seul dans la neige avec le corps encore chaud, et c'est à vous de comprendre que quelque chose de plus vaste vient de se produire. Cette confiance dans l'intelligence de l'auditeur est rare et un peu cruelle, parce qu'elle signifie que beaucoup de lecteurs passent à côté. Ils voient une vengeance, pas le rite. Ils voient une dispute, pas le destin. Ils voient un monstre, pas le souvenir d'une frontière sacrée. Ils voient un voyage, pas la carte cachée. Parlons justement des cartes. On imagine souvent que les anciens navigateurs avaient besoin de cartes semblables aux nôtres, des lignes, des côtes dessinées, des distances. Mais un marin du Nord pouvait conserver l'espace autrement, par des séquences, des repères, des chants, des récits. On pouvait dire, après telle île, telle mer, après tant de jours avec tel vent, attention aux oiseaux. Si l'eau change de couleur, la terre n'est pas loin. Une histoire peut contenir une route sans avoir l'air d'en contenir une. Et les sagas sont pleines de ce genre d'indications qui semblent littéraires, mais pourraient avoir été mémorielles. Un homme est poussé par une tempête. Il aperçoit une côte. Il donne un nom. Un autre suit cette indication. Une terre devient réelle parce qu'elle a été racontée.
C'est peut-être ainsi que le monde viking s'élargissait, non par atlas, mais par mémoire orale. Or, une mémoire orale a une propriété fascinante. Elle peut être précise sans être transparente. Elle donne assez à ceux qui savent, pas assez à ceux qui écoutent seulement pour se divertir. C'est une protection naturelle. Pas besoin de coffre-fort. Le coffre, c'est le contexte. Sans la tradition vivante, le récit devient énigme. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Des récits dont nous possédons les mots, mais pas toujours les clés. Prenez les rêves. Dans les sagas, ils ne sont presque jamais décoratifs. Un rêve annonce, déforme, avertit. Il est souvent plus honnête que les vivants. Mais personne ne semble étonné qu'un rêve puisse contenir du vrai. Les personnages peuvent le craindre, l'interpréter, tenter de l'éviter, mais ils ne le rejettent pas comme une absurdité. Cela révèle un rapport au monde très différent du nôtre. Pour eux, la conscience n'était peut-être pas enfermée dans le crâne, comme dans une petite maison privée. Elle pouvait être visitée, traversée, touchée par des forces extérieures. Le rêve n'était pas simplement une production intime. Il pouvait être un lieu de rencontre. Et là encore, les sagas se taisent avant d'en dire trop. Elles ne donnent pas de théorie complète du rêve. Elles montrent son efficacité. C'est tout. Même chose pour les animaux. Les corbeaux, les loups, les chevaux, les ours ne sont pas seulement des éléments de décor. Le corbeau suit Odin, mais il suit aussi les champs de bataille. Le loup est sauvage, mais aussi frère symbolique du guerrier marginal. Le cheval peut porter vers un autre monde. L'ours donne une puissance, mais une puissance qui peut dévorer celui qui la porte. Dans les sagas, l'animal est souvent une frontière. Il révèle ce que l'humain contient encore de non-humain. C'est peut-être l'une des vérités les plus dérangeantes que ces textes protègent. L'homme civilisé n'est jamais très loin de la bête. Il suffit d'une insulte, d'une peur, d'un hiver, d'une dette de sang. La peau humaine est mince, très mince. Les berserkirs le montrent de façon spectaculaire. Mais la saga entière le montre de façon plus subtile. Des hommes respectables basculent. Des chefs sages deviennent prisonniers de leur orgueil. Des familles honorables commettent des actes atroces parce qu'un ancien code les pousse. La bête n'est pas dehors. Elle attend dans la structure même de l'honneur. Et pourtant, les sagas ne condamnent pas simplement ce monde. C'est ce qui les rend si fortes. Elles ne disent pas « ces gens étaient mauvais ». Elles disent « voilà comment un système peut produire à la fois du courage et du désastre. Voilà comment l'honneur peut protéger une communauté, puis l'empoisonner. Voilà comment la mémoire peut sauver les noms, puis empêcher le pardon. Voilà comment le destin peut donner de la grandeur à l'homme, puis lui voler tout échappatoire. C'est une lucidité presque insupportable. Pas étonnant qu'elle parle peu. Un texte qui sait trop n'a pas besoin de crier. Il y a aussi le silence politique. Les sagas ont été écrites dans une Islande qui changeait, avec des familles puissantes, des tensions internes, puis l'intégration progressive sous l'autorité norvégienne. Raconter l'âge ancien, c'était peut-être parler du présent sans le nommer. Une querelle ancienne pouvait refléter une crise contemporaine. Un chef du passé pouvait servir de miroir à un chef vivant. Une mauvaise décision dans une ferme du Xe siècle pouvait être comprise comme un avertissement pour le XIIIe. Cacher la critique dans le passé. Vieille technique, toujours efficace. Quand il est dangereux de dire « notre monde se brise », on raconte comment un autre monde s'est brisé. Et les auditeurs comprennent. Les sagas deviennent alors des instruments politiques déguisés en mémoire. Pas de propagande simple, quelque chose de plus fin. Elles posent des questions. Qu'est-ce qu'un bon chef? Quand la vengeance devient-elle folie? Peut-on faire confiance à une loi sans force centrale?
Que vaut un homme qui gagne mais détruit tout autour de lui? Ces questions étaient brûlantes. Elles le sont encore. C'est peut-être pour cela que les sagas résistent autant. Elles ne nous fascinent pas seulement parce qu'elles parlent d'un passé exotique. Elles nous inquiètent parce qu'elles parlent de nous, mais avec des torches, des bateaux et des morts qui frappent parfois à la porte. Et si l'on revient à la grande question, que cachent vraiment les Vikings dans leur saga? Une réponse commence à se dessiner. Ils cachent un savoir de survie. Pas seulement comment traverser la mer, pas seulement comment manier une arme, mais comment vivre dans un monde où l'ordre peut disparaître très vite. Comment se souvenir sans être détruit par la mémoire. Comment parler quand les mots engagent la vie. Comment regarder la mort sans se raconter de mensonges. Comment sentir que le visible n'est qu'une peau posée sur l'invisible. Mais pourquoi se taisent-ils? Parce que ce savoir n'est pas doux. Il ne promet pas que tout ira bien. Il ne promet pas que les bons seront récompensés. Il ne promet pas que les dieux vous sauveront. Il ne promet même pas que comprendre vous rendra heureux. Il dit seulement « Regarde mieux. Regarde la mer avant de partir. Regarde le visage de celui qui t'insulte. Regarde le rêve qui revient. Regarde la terre que tu crois posséder. Regarde l'objet que tu hérites. Regarde la colère que tu appelles honneur. Regarde le mort que tu n'as pas vraiment enterré. Et surtout, écoute ce qui n'est pas dit. Car dans les sagas, le silence n'est jamais vide. Il est rempli de choses trop anciennes pour parler clairement. Des rites oubliés, des routes perdues, des dieux recouverts par d'autres prières, des avertissements transmis sous forme d'histoire, des secrets que les scribes eux-mêmes ne comprenaient peut-être plus entièrement, mais qu'ils ont copiés quand même, par respect, par peur, ou parce qu'une partie d'eux savait que ces fragments seraient nécessaires un jour. Peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant. Parce que nous aussi, nous vivons dans un monde saturé de paroles et pauvre en écoute. Nous croyons tout expliquer, tout classer, tout éclairer. Et pourtant, dès que la mer monte, que les lois tremblent, que les communautés se divisent, que les morts du passé reviennent dans nos débats, nous redécouvrons brutalement ce que les sagas savaient déjà. Le chaos n'est jamais loin. Il dort sous le plancher, comme un draugr patient. Et peut-être que les sagas ont été écrites justement pour cela, pour nous apprendre à reconnaître le bruit du chaos avant qu'il ne soulève le couvercle. Car le chaos, chez les anciens Scandinaves, n'est pas seulement une catastrophe. Il a un visage, parfois celui d'un loup, parfois celui d'un serpent, parfois celui d'un homme qui sourit au mauvais moment. Loki, par exemple, n'est pas simplement un farceur divin, une sorte de cousin mythologique un peu pénible qu'on n'invite plus au repas de famille parce qu'il finit toujours par transformer quelqu'un en cheval ou par déclencher la fin du monde. Loki est plus subtil que cela. Il est le déséquilibre nécessaire. Celui qui rend les dieux plus intelligents, puis trop vulnérables. Celui qui apporte des solutions, mais toujours avec une fissure cachée à l'intérieur. Celui qui donne aux dieux leur plus grand trésor, puis prépare leur chute. Et si les sagas parlent si peu directement de lui, si elles laissent souvent son ombre passer derrière les événements, c'est peut-être parce que Loki n'est pas un personnage. C'est une fonction. Il est ce moment où l'ordre utilise le désordre pour survivre, jusqu'au jour où le désordre réclame le paiement. Regardez les sociétés humaines. Elles font la même chose. Elles tolèrent le mensonge utile, la violence nécessaire, l'ambition dangereuse, la ruse brillante. Elles se disent, encore une fois, juste cette fois, après nous redeviendrons sages. Et puis un jour, ce qui devait servir le système devient le système lui-même. Les sagas savent cela. Elles ne le disent pas sous forme de traités politiques. Elles le montrent avec des familles qui se déchirent,
des chefs qui manipulent trop longtemps, des serments qui deviennent des pièges, des plaisanteries qui finissent dans le sang. Chez elles, le malheur ne tombe presque jamais du ciel sans avertissement. Il pousse lentement, comme une racine sous la maison. Et quand le plancher se brise, tout le monde prétend être surpris. C'est peut-être la phrase la plus moderne que les Vikings nous ont laissée sans jamais l'écrire. Les catastrophes commencent souvent comme des détails que personne ne veut prendre au sérieux. Un rêve négligé, une femme humiliée, un mort mal enterré, une terre surexploitée, un chef trop fier, un jeune homme qui veut prouver sa valeur, un vieil homme qui refuse d'oublier. Dans les sagas, tout cela suffit. Le monde n'a pas besoin d'un grand démon extérieur. Il a déjà assez de petites fissures humaines. Mais alors, pourquoi conserver ces récits après la fin de l'âge viking? Parce qu'ils servaient d'avertissement. Pas seulement « voici ce que faisaient nos ancêtres », plutôt « voici comment les mondes s'effondrent ». Et le plus troublant, c'est que les sagas ne condamnent pas toujours ceux qui provoquent l'effondrement. Elles les comprennent. Un homme venge son frère parce qu'il le doit. Une femme refuse la paix parce qu'elle se souvient trop bien. Un chef ment parce qu'il croit protéger son clan. Un guerrier cherche la gloire parce qu'il sait que l'oubli est pire que la mort. Personne n'est entièrement innocent. Personne n'est entièrement monstre. Même les monstres ressemblent parfois à des vérités que les humains n'ont pas voulu regarder. Prenez Fenrir, le loup géant. Les dieux savent qu'il sera dangereux. Ils l'élèvent d'abord parmi eux, puis ils prennent peur. Ils essaient de l'attacher par ruse. Fenrir accepte seulement si l'un d'eux met sa main dans sa gueule en garantie. Tyr le fait. Le lien se referme. Fenrir comprend qu'il a été trompé. Il arrache la main. Ce récit est souvent lu comme un épisode mythologique spectaculaire. Mais il contient une logique terrible. Les dieux créent eux-mêmes la haine qu'ils redoutaient. En voulant empêcher la prophétie, ils lui donnent une raison morale. Le loup devient l'ennemi parce qu'on l'a traité comme tel. Voilà une idée que les sagas n'annoncent jamais avec des tambours. Elles la glissent dans la mémoire. Méfiez-vous des monstres que vous fabriquez en prétendant les prévenir. Et maintenant, demandez-vous pourquoi un monde chrétien aurait voulu garder une telle histoire. Elle ne glorifie pas les anciens dieux. Elle les rend presque tragiques. Puissants, oui, mais prisonniers de leur propre peur. Ce n'est pas une propagande païenne. C'est une méditation sur le pouvoir. Les dieux d'Asgard ne sont pas parfaits. Ils mentent, rusent, paniquent, se trompent. Ils gagnent du temps, comme nous. C'est peut-être pour cela que leur fin touche autant. Ragnarök n'est pas seulement la destruction. C'est l'instant où toutes les dettes arrivent à échéance. Le loup, le serpent, les morts, les géants, le feu, la mer, tout ce qui avait été repoussé revient ensemble. Le monde présente la facture. Et elle est salée, comme disent les gens qui n'ont jamais eu à combattre un serpent cosmique. Mais là encore, il y a un silence. Les textes ne s'arrêtent pas toujours sur la ruine absolue. Après l'incendie, quelque chose revient. Une terre nouvelle émerge. Des survivants apparaissent. Des dieux plus jeunes demeurent. Des souvenirs sont retrouvés dans l'herbe. Le monde ne recommence pas exactement. Il continue autrement. C'est important. Les sagas et les poèmes nordiques ne cachent pas seulement une fascination pour la fin. Ils cachent une pensée du recommencement. Mais un recommencement sans innocence. Après la catastrophe, on ne retourne pas au début. On avance avec ce qui a été compris trop tard. Voilà peut-être le noyau le plus profond. La mémoire n'empêche pas toujours la chute, mais elle peut empêcher que la chute soit inutile. Les Islandais du Moyen Âge, en écrivant ces récits, vivaient eux-mêmes dans une transition. Le vieux monde païen était parti.
l'indépendance politique islandaise se fragilisait. Les familles puissantes luttaient. L'ordre changeait. En racontant les anciens désastres, ils parlaient peut-être de leur propre présent. Ils savaient que les mondes meurent. Ils voulaient au moins sauver les leçons. Mais sauver une leçon demande de la ruse. Si vous dites trop clairement « Notre société est en train de répéter les erreurs des anciens », vous vous faites des ennemis. Si vous racontez l'histoire d'un chef mort depuis longtemps qui répète exactement ses erreurs, tout le monde écoute. Certains comprennent. Les autres apprécient la bagarre. C'est l'élégance dangereuse des sagas. Elles parlent à plusieurs niveaux. L'enfant entend l'aventure. Le guerrier entend l'honneur. Le juriste entend la loi. Le chef entend l'avertissement. Le poète entend les dieux. Et celui qui revient au texte beaucoup plus tard entend surtout les silences. Car les vrais secrets ne sont pas forcément dans des phrases perdues. Ils sont dans ce que les sagas choisissent de ne jamais réduire. Elles ne réduisent pas la violence à la barbarie. Elles ne réduisent pas la magie à la superstition. Elles ne réduisent pas les dieux à des idoles mortes. Elles ne réduisent pas les monstres à des inventions. Elles ne réduisent pas l'homme à ses intentions. Elles savent que la vie est plus épaisse que nos explications. Et c'est peut-être ce qui nous dérange le plus aujourd'hui. Nous voulons des catégories claires, historiques ou légendaires, réels ou faux, religion ou politique, littérature ou mémoire. Les sagas répondent « oui, oui à tout ». Un récit peut être faux dans ses détails et vrai dans sa structure. Un monstre peut ne jamais avoir existé et pourtant décrire parfaitement une peur collective. Une prophétie peut être une construction littéraire et quand même révéler la façon dont une culture comprend le temps. Une route vers une terre lointaine peut être entourée de légendes et pourtant mener à une vraie côte. C'est là que les sagas deviennent presque inquiétantes. Elles nous forcent à abandonner l'idée que la vérité habite seulement les faits nus. Les faits sont essentiels, bien sûr. Sans eux, on tombe dans la fantaisie. Mais une civilisation ne transmet jamais seulement des faits. Elle transmet une manière de sentir le poids des faits. Les Vikings ont traversé des mers réelles, mais ils ont aussi traversé des mondes invisibles. Ils ont colonisé des îles, mais ils ont aussi colonisé la mémoire. Ils ont gravé des pierres, mais ils ont surtout gravé des noms dans la bouche des vivants. Et quand l'écriture est arrivée pour fixer ces récits, quelque chose avait déjà changé. La voix ancienne était passée par le filtre du christianisme, de la politique islandaise, des familles dominantes, des scribes, des pertes matérielles, des oublis. Ce que nous lisons n'est donc pas le monde viking pur. C'est son reflet dans une eau agitée. Mais parfois, un reflet tremblant montre ce que la chose elle-même cacherait. Ce reflet nous montre des hommes obsédés par la réputation parce que l'éternité, pour eux, passait par le souvenir des autres. Il nous montre des femmes capables de porter la mémoire comme une arme. Il nous montre une loi admirable et fragile. Il nous montre des morts qui refusent de partir parce que les vivants n'ont pas terminé leur travail. Il nous montre des dieux courageux, mais condamnés. Il nous montre une mère qui ouvre les horizons et reprend tout sans explication. Et surtout, il nous montre un peuple qui savait que le silence peut protéger une vérité mieux qu'un discours. Pourquoi se taisent-ils? Parce que parler trop clairement aurait détruit ce qu'ils voulaient sauver. Un rite expliqué par un ennemi devient une accusation. Un dieu nommé trop fort devient une hérésie. Une route trop précise devient un secret volé. Une magie trop détaillée devient une arme. Une blessure familiale trop exposée devient une honte. Alors, ils ont caché, dans la sobriété, dans l'ironie, dans les généalogies, dans les rêves, dans les monstres, dans les armes, dans les navires, dans les noms de lieux, dans les phrases courtes qui ressemblent à de la pierre. Ils ont caché
non pas pour nous empêcher de comprendre, mais pour obliger seuls les plus attentifs à s'approcher. Et c'est peut-être la dernière épreuve que les sagas imposent encore. Elles ne se donnent pas à celui qui veut consommer du mystère rapidement. Elles demandent de la patience. Il faut lire un conflit de voisinage comme une tempête qui se prépare. Il faut écouter un silence comme une phrase. Il faut accepter que certaines réponses restent volontairement incomplètes, parce qu'un mystère complètement ouvert cesse parfois d'être vivant. Imaginez maintenant le dernier scribe. Il referme son manuscrit. Dehors, l'Islande est froide, chrétienne, fragile. Les anciens dieux ne reçoivent plus de sacrifices. Les descendants des Vikings ne partent plus tous vers l'inconnu. Les grandes salles de festin ne résonnent plus de la même manière. Mais sur la peau du parchemin, les voix restent. Elles ne crient pas. Elles attendent. Elles attendent que quelqu'un comprenne que ces histoires ne parlent pas seulement d'un passé lointain. Elles parlent de chaque époque où l'homme se croit maître du monde, puis découvre que le monde gardait en silence des forces plus anciennes que lui. Aujourd'hui encore, nous avons nos propres sagas, nos récits de nations, de progrès, de conquêtes, de héros, de catastrophes évitées de justesse. Nous aussi, nous cachons des choses dans nos histoires. Nous aussi, nous préférons parfois transformer nos peurs en monstres plutôt que de les nommer. Nous aussi, nous avons des morts mal enterrées, des dettes historiques, des promesses brisées, des terres qui se vengent quand on les traite comme des objets. La différence, c'est que les sagas nordiques n'ont pas la politesse de nous rassurer. Elles nous regardent avec leurs yeux de glace et semblent dire « Tu peux bâtir, naviguer, aimer, combattre, prier, écrire. Mais n'oublie pas que tout ce qui n'est pas réglé revient, sous forme de loup, de tempête, de rêve, de guerre, de silence. » Et si nous voulons vraiment comprendre ce que les Vikings ont caché, il faut peut-être cesser de chercher seulement un secret spectaculaire. Pas besoin d'un coffre enterré sous une montagne. Pas besoin d'une carte codée vers une île interdite. Pas besoin d'imaginer qu'Odin lui-même a laissé un mot de passe quelque part, même si, avouons-le, ce serait assez pratique. Le secret est plus intime. Les sagas cachent une discipline du regard. Elles apprennent à voir les conséquences avant qu'elles ne deviennent visibles, à respecter la parole avant qu'elle ne se transforme en malédiction, à reconnaître les héritages qui nous possèdent, à comprendre que le passé n'est pas derrière nous, mais sous nous, comme une couche de glace qui peut craquer. Elles nous apprennent aussi que la fin n'est pas forcément l'opposé de l'espoir. Ragnarök arrive. Les dieux tombent, le feu passe, mais quelque chose demeure. 2 êtres humains survivent dans le bois. La terre reverdit. Des souvenirs d'or sont retrouvés dans l'herbe. Le monde porte des cicatrices, mais il respire encore. C'est peut-être cela, le message le plus doux caché dans ces récits si durs. Rien de vivant ne traverse le temps sans perte, mais toute perte n'est pas une disparition. Les Vikings ont perdu leur temple. Leurs dieux ont été repoussés dans les marges. Leurs routes se sont effacées. Leurs rites se sont fragmentés. Leurs voix directes se sont tues. Et pourtant, 1000 ans plus tard, nous sommes encore là, à écouter leurs histoires, à craindre leurs loups, à rêver de leurs navires, à nous demander ce qu'ils ont voulu nous dire. Un peuple vraiment disparu ne pose plus de questions. Les Vikings, eux, en posent encore. Et peut-être que leur silence est leur dernière victoire. Parce qu'ils nous obligent à revenir, à relire, à douter, à regarder les blancs entre les phrases, à comprendre que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais une mer de brouillard où quelques feux apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. Alors,
Que cachent vraiment les Vikings dans leur saga? Ils cachent leur peur de l'oubli. Ils cachent leur science du destin. Ils cachent leurs anciennes routes. Ils cachent des fragments de rites trop dangereux pour être expliqués. Ils cachent la mémoire d'un monde où les dieux pouvaient mourir, où les morts pouvaient parler, où la loi pouvait sauver ou détruire, où une parole valait parfois plus qu'une vie. Mais surtout, ils cachent une question. Si tout finit un jour, qu'est-ce qui mérite quand même d'être transmis? Leur réponse tient dans ces récits. Pas dans un sermon, pas dans une doctrine, dans des fermes isolées, des tempêtes, des rêves, des vengeances, des femmes qui se souviennent, des hommes qui se taisent, des navires qui partent vers l'ouest, des dieux qui marchent vers leur fin sans détourner les yeux. Et peut-être que c'est à nous maintenant de répondre, non pas en imitant leur violence, non pas en jouant aux guerriers du passé. Le passé n'est pas un costume, il est une responsabilité. Répondre, ce serait apprendre à écouter nos propres silences, ceux de nos familles, de nos pays, de nos croyances, de nos histoires officielles. Demander ce qui manque, qui a été oublié, quel monstre nous avons fabriqué, quelle dette marche encore sous nos pas. Les sagas ne nous donnent pas la paix. Elles nous donnent quelque chose de plus rare, une lucidité froide, mais vivante. Et dans un monde qui parle sans cesse, cette lucidité ressemble presque à une forme de magie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des Vikings comme de simples pillards venus du Nord, souvenez-vous de ceci. Un peuple qui ne laisse derrière lui que de la brutalité finit par être oublié. Un peuple qui laisse des énigmes continue de vivre dans l'esprit de ceux qui les interrogent. Les Vikings se sont tus, mais leurs sagas, elles, n'ont jamais cessé de murmurer. Si cette plongée dans les secrets des sagas Vikings vous a captivé, écrivez en commentaire ce que vous pensez qu'ils ont vraiment voulu cacher. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les zones d'ombre de l'histoire, les mythes oubliés et les vérités que le temps n'a pas réussi à effacer. Prenez soin de vous, gardez l'esprit éveillé et surtout, écoutez toujours ce que les anciennes histoires ne disent pas à voix haute.